Nous avons un nouveau venu, en fait, c'est Bertrand qui va se présenter, qui va présenter son activité, en attendant que la table ronde démarre. C'est gentil, je vais être rapide. Moi, je suis là, j'ai fondé avec deux autres personnes un projet il y a 5 ans de plateforme de connaissances pour aider les agriculteurs dans leur transition, dans leur changement de système. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel moment les gens font des changements chez eux, y compris lorsque ça leur coûte de l'argent, ça leur augmente du risque, ça leur augmente leur quantité de travail. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils se mettent en mouvement? Et donc, nous, on apporte très modestement un accès à la connaissance, mais derrière, on a beaucoup étudié quels sont les éléments de motivation, évidemment. Et donc, voilà. On est très content de vous voir tous là, vous avez tous participé. Est-ce que vous voulez dire un mot de... Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette journée? On est bien parti, mal parti? Quand on voit monsieur Safas qui vient de nous dire sur les problèmes économiques de ce monde et qui continue à chercher du pétrole partout, c'est inquiétant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allô, ouais. Moi, si vous voulez, je peux commencer parce que justement, en écoutant ce que vous avez expliqué, c'est en gros ce que vous dites, c'est que la coopération marche mieux que la guerre, quoi. Et en fait, c'est vrai à tous les niveaux. Et c'est vrai. Là, je parlais des agriculteurs. Si vous demandez aux agriculteurs d'arrêter le glyphosate parce que franchement, ça pollue et que ça énerve tout le monde, eh ben, vous allez juste avoir aucun résultat. Et à l'inverse, si vous commencez à faire des discussions où vous mettez ensemble les agriculteurs, les acteurs du territoire, la grande distribution, les transformateurs, les consommateurs évidemment, à la fin vous arriverez à avoir des solutions. C'est pas forcément la solution radicale que vous vouliez avoir, c'est-à-dire on met tous les agriculteurs à la poubelle et on fait pousser des légumes tout seul miraculeusement, mais c'est des solutions qui permettent d'avancer. Et donc, moi, franchement, la question de la coopération, c'est une question centrale. Et pour revenir sur la question des élections dimanche, en fait, on voit que aujourd'hui, on a une société qui a tendance à être clivante, de plus en plus clivante. Et malheureusement, peut-être, certains des partis qui sont aujourd'hui les plus en avant ont tendance à mettre les gens dos à dos et à dire la cause du problème, c'est les autres. Non, non, la cause du problème, c'est nous. Et à partir du moment où on part du principe que la solution, elle est aussi chez nous, eh ben, on peut commencer à discuter et à essayer de trouver des solutions sans diaboliser l'autre. Et je pense que c'est vraiment, pour moi, le moteur en tout cas de mon action et de l'action de mes associés, c'est arriver à mettre les gens ensemble autour d'une table pour essayer de trouver des solutions et cesser de dire que c'est les autres qui sont le problème. Merci. Moi, je voulais juste dire une chose. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le fondateur de la Convention des entreprises pour le climat s'appelle Éric Duverger. Éric Duverger, il a vu pendant le confinement, comme beaucoup d'entre nous, il s'est mis à regarder des vidéos, Jean Covici, Arthur Keller et d'autres. Et il a décidé de créer ce mouvement. Et il était seul au départ. Il était seul, il travaillait chez Michelin, un poste de direction, dans le marketing, dans le profil, a priori, qui ne va pas s'engager à faire de l'ONG. Et ce que je trouve intéressant finalement, c'est de se dire qu'une personne peut suffire à un moment donné, si elle se retrousse les manches, si elle rentre en action pour faire changer les choses. Une seule personne a suffi pour embarquer 2000 dirigeants, 2000 entreprises différentes dans cette démarche. Ça veut dire que toutes et tous ici, on a tous les moyens d'agir. On a parfois, là, quand on entend votre très bel exposé sur l'état de la Méditerranée, sans même parler de l'état du monde, on a parfois les bras qui nous en tombent et on se sent follement impuissant, mais en même temps, eh ben, il y a des petites graines qui peuvent germer chez n'importe lequel d'entre nous, chez n'importe laquelle d'entre nous, et produire quelque chose de puissant. Et donc, vraiment, je vous engage à ne pas baisser les bras et à retrousser vos manches plutôt. Je sais que M. Ménez voulait dire quelque chose tout à l'heure. Il a commencé avant la table ronde, il m'a dit qu'il y avait quelque chose à dire. Oh oui, non, c'est sur les plastiques, la pollution par les plastiques. C'est détestable à notre vue, à notre environnement, pour la vie marine, etc. On parle beaucoup de la production du plastique, mais il y a un autre élément qui n'a pas été assez mis en valeur, c'est l'incivilité, la lutte contre l'incivilité.
Quand on regarde certains pays du nord de l'Europe, de sud-est asiatique, Singapour, le Japon, jeter un papier, c'est un crime. Jeter un plastique par terre ou pas dans la poubelle, c'est un crime. Et les plages sont propres. Et l'environnement est beaucoup plus sain qu'ici. D'ailleurs, en Europe, en France et en Italie, c'était pire avant. Il y a 25 ans, c'était pire. Maintenant, ça s'améliore. Donc, si vous voulez, c'est pas uniquement la lutte contre le volume, c'est une lutte contre l'incivilité qu'il faut mettre en place. Donc, c'est l'éducation. Et l'éducation, ça passe par les enfants. Moi, je pense qu'il serait obligatoire que, pour chaque classe de lycée, on fasse une journée de nettoyage d'une route, d'une forêt, d'une plage. Parce que la pollution, c'est un peu de partout. Donc je pense que ça, c'est à mettre au cœur du problème de type de pollution. Voilà. Alors, je suis archi d'accord avec vous, avec un petit bémol. Les premiers promoteurs des nettoyages de plage sont les fabricants de plastique à usage unique qui ont tendance à pousser ce genre de solution en disant le problème, c'est pas le plastique à usage unique, c'est ceux qui le mettent par terre et pas dans les poubelles. Et donc, alors vous avez raison, hein, pour autant, il ne faut pas jeter le plastique par terre, hein, on est bien d'accord. Mais méfiez-vous aussi de victimiser, entre guillemets, les usagers. Si on n'avait pas de plastique dans nos mains, on ne le mettrait pas par terre. Mais après... Bon, moi j'ai commencé à nettoyer les plages en 92. Avec 15 copains, pendant 15 jours au mois de mai, pendant 24 ans, je suis allé sur l'île de Lavezzi, en Corse. Bon, on a nettoyé les plages, donc j'ai mis les mains à la pâte et j'ai compris le problème. Le problème, c'est surtout les rivières de toute l'Italie, parce que Lavezzi, c'est à la hauteur de Rome. Quand il y a un orage, ça nettoie tout, et tout arrive dans ces endroits, et ça s'accumule sur les plages, mais des quantités considérables, du bois mort, des roseaux et des plastiques. On a compté les sacs de plastique pendant 24 ans, et je vous assure, ça diminue. Ça diminue de moitié depuis le début de nos opérations. Ça s'est arrêté en 2014. On a pendant 15 jours nettoyé les plages, on a constaté cela. Je pense sincèrement qu'il y a moins de plastique que ce que l'on raconte. Les études les plus connues qu'on cite partout, c'est de la modélisation par rapport à des fleuves de tout le monde entier. Certains fleuves. Et il y a une deuxième étude qui est parue il y a moins longtemps, qui a diminué par moitié les estimations de pollution. Ce que l'on observe aussi, c'est que les plastiques, c'est surtout le sud-est asiatique, l'Indonésie, le Vietnam, d'autres pays, et également en Méditerranée, il y a un pays qui est particulièrement nocif, c'est le Liban, parce qu'il y a une décharge publique sur la mer. Et donc là, c'est absolument abominable. Donc il y a des points noirs, et il y a des pays qui sont exemplaires. Et donc, à mon avis, il faut également un peu tout relativiser. Quand on dit que la Méditerranée est la plus polluée du monde, moi je suis contre cela. Quand on va en Corse, moi j'ai nagé énormément, j'ai plongé énormément. De voir un morceau de plastique, c'est quand même assez rare, surtout en mer. Il ne faut pas trop exagérer sur ce sujet-là. C'est beau. Il y a du plastique, c'est désagréable, c'est détestable, mais il ne faut pas exagérer non plus. Sans ramener trop à des expériences personnelles, la pollution plastique dans les pays du sud-est asiatique, elle est déjà due à un fait, c'est que pendant des années, les pays industrialisés, les États-Unis au premier plan, exportaient leurs déchets plastiques vers la Chine. Et donc ça rentrait donc dans le recyclage pour les États-Unis, c'était compté comme du plastique recyclé, donc les chiffres étaient bons, jusqu'à ce que la Chine à un moment se rendre compte que ce n'était plus durable même pour eux, parce qu'ils avaient leurs propres déchets à traiter, et les déchets importés. Donc ils ont terminé d'importer des déchets. Donc ces industries de traitement du plastique, qui sont pour certaines à ciel ouvert, sont maintenant dans le sud-est asiatique, donc Indonésie, Philippines, qui sont en plus des États insulaires et donc qui, par le biais des courants, récupèrent les plastiques. Donc il y a effectivement un problème culturel, je n'appellerais pas incivilité, mais plutôt culturel là-bas. Mais il y a aussi tous les déchets qu'on retrouve. Et quand il y a des analyses des marques sur les déchets plastiques qu'on retrouve, ce sont des produits vendus dans les pays du Nord. Voilà. Donc oui, la Méditerranée est belle, mais elle est menacée par la pollution plastique au premier plan, la pollution aux hydrocarbures et au mercure sur les pays du Sud. Voilà. Mais je suis d'accord, les plages de Corse sont magnifiques. Je peux peut-être donner une autre expérience. Alors, c'était hier soir. J'étais invité dans une émission de radio et
ça montre que les petites gouttes d'eau sont importantes. Il y avait une start-up qui était invitée. Cette start-up ramasse. Alors, au départ, ils collectaient les mégots de cigarettes. Et puis, finalement, non seulement ils les collectent toujours, mais ils vont les collecter directement là où ils sont produits, dans les bars, dans les restaurants. Donc ils mettent des box et puis les gens, donc ça évite de les ramasser sur la mer. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces mégots? Il a trouvé un recyclage, et 1 litre de mégot, alors je ne sais plus, c'est l'équivalent d'un kilo, un peu moins de bois. Ils vont recycler ces mégots en les utilisant pour produire de l'énergie. Alors c'est pas simple à mettre en place parce qu'il faut les stocker, mais voilà, c'est une personne qui a créé cette start-up à Menton, et qui, à partir de ces mégots, produit de l'énergie. Alors, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas quelque chose qui va sauver le monde, mais c'est cette petite goutte d'eau qui va permettre d'avancer. Quelle synthèse faites-vous de ce que vous avez entendu aujourd'hui? Vous connaissez tout ça, bien sûr. Oui, la synthèse, je crois qu'on a entendu beaucoup de choses aujourd'hui, c'était très riche. On a entendu beaucoup de problèmes, mais on a entendu justement des solutions. Quand même, on est resté tout à l'heure sur une très très belle solution. C'est vrai que l'enseignement, on a parlé d'enseignement vis-à-vis des primaires, c'est important, mais peut-être aussi l'enseignement vis-à-vis des écoles de commerce. J'ai un collègue qui enseigne régulièrement en école de commerce dans différents endroits, parce qu'il faut informer ceux qui vont être des leaders de demain. Les gens qui viennent comme nous du monde scientifique, ils connaissent, nous on est sensibilisés, on connaît ça, mais là c'est la méconnaissance qui fait qu'on peut arriver à faire des bêtises. Si on connaît les choses, et il a très bien dit, le dirigeant d'entreprise, il a un cœur comme les autres, et si on lui dit, mais attention, là c'est quand même très mauvais, il peut arriver à comprendre et à modifier son comportement. Donc effectivement, l'enseignement est quelque chose d'important, mais pas simplement l'enseignement vers le primaire, c'est l'enseignement vers la notion de ce qu'est un écosystème, de ce qu'est la biodiversité, de ce que sont les changements climatiques, qui devrait être quelque chose d'important à enseigner dans toutes les formations de commerce, de géopolitique, de politique. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que c'est un point important, et je pense que c'est donc la sensibilisation à tous ces. Mais je pense qu'il faut aussi expliquer. C'est pour la petite anecdote. Nous, vous voyez partout. Ici commence la mer sur les avaloirs d'eau pluviale. Mais c'est vrai que moi j'ai déjà été confronté face à des. C'était en plein milieu de la France, je me souviens plus où c'était, 2 personnes qui étaient devant un avaloir et qui avaient marqué « Ici commence la mer ». Et donc, ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait marqué « Ici commence la mer », sachant que la mer était loin. Et donc, je me suis permis d'aller les voir. Et donc, on a discuté et ils ont finalement compris, puisque les déchets qui allaient passer par cet avaloir allaient rejoindre les petits cours d'eau, les rivières, les fleuves et finir en mer. Mais sur le coup, ils y étaient pas du tout. Donc ça prouve qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et pareil, quand on voit des gens qui jettent les mégots directement dans l'avaloir, pensant que ce mégot-là va aller directement, va être traité, c'est complètement faux. Et des fois, je dis, vaut mieux le jeter par terre. Il a eu un peu plus de chances d'être traité, parce qu'il va être peut-être ramassé avec un peu de chance par les agents de la voirie. Donc voilà, donc c'est important. Il y a c'est une méconnaissance. On pense que tous les avaloirs vont passer, c'est ce qu'on me dit, via la station d'épuration. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a 2 réseaux. Il y a un réseau d'eau unitaire et des réseaux d'eau pluviale. Réseau unitaire où il y a tous les eaux usées, les eaux noires et grises, comme on dit. Et ça va dans la station d'épuration, certes, mais ça fait même pas la totalité. C'est que
en fonction en amont des stations d'épuration, il y a des déversoirs d'orage qu'on appelle, et en cas de forts orages ou autre, c'est le flux qui arrive ne va plus dans la station d'épuration, part directement dans le milieu naturel. Donc, et tout ça, en fait, je pense qu'il y a une méconnaissance générale. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est important. Faudrait déjà commencer par là, parce que si on sait que il faut pas jeter des mégots dans les avaloirs ou autre, ça permet de faire un bout de chemin. Oui, dans le même ordre d'idée, les cotons-tiges. Dans les plages à la Vezzi, pendant 25 ans, mais les plages sont couvertes de cotons-tiges. Mais ça vient d'Italie. Alors on a demandé aux Italiens comment ça se fait que les cotons-tiges se trouvent sur les plages et ne sont pas traités, ne sont pas arrêtés par les stations d'épuration. Mais ils ont une habitude, ils jettent ça dans les WC au lieu de les jeter dans les poubelles. Et c'est une habitude. Et il y en a énormément en Italie, et chez nous, on n'en a pas beaucoup. Mais maintenant, je voudrais poser une question à notre professeur d'économie sur l'eau. L'eau manque dans tout le bassin méditerranéen. Mais l'hiver, ça coule à flot. Quand on se promène en Ligurie, même en Provence, ici sur l'ex-comté de Nice, il y a partout dans les restants des citernes. Et avant, les paysans, où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas beaucoup d'eau quand même ici, il n'y a jamais eu beaucoup d'eau, ils gardaient l'eau de l'hiver dans les citernes. Et ils gardaient une quantité d'eau suffisante pour leur culture maraîchère ou leur culture personnelle ou même pour leur culture d'augmentation, les serres, etc. Actuellement, les citernes ne sont plus construites, elles sont abandonnées, mais je pense que c'était une bonne idée qu'avaient les anciens pour préserver l'eau de l'hiver pour l'utiliser l'été. Non ? En tout cas, quand on a un problème, il n'y a pas une seule solution. Il y a des multitudes de solutions. Il y a des solutions pour certains pays qui ont l'eau, mais ils n'arrivent pas à le capturer d'une manière très importante, ils n'arrivent pas à pouvoir le garder, ils n'arrivent pas à construire des barrages pour pouvoir, en tout cas, lisser l'utilisation de l'eau durant toute l'année. Donc automatiquement, ces pays-là, pour pouvoir apporter une solution là, à l'échelle individuelle ou à certaines zones rurales, on peut appliquer cela. Mais après, par la suite, dans un pays, vous avez plusieurs configurations, mais à l'échelle globale, en général, on sait qu'il faut passer par une infrastructure assez importante. Et si vous voulez un peu utiliser l'eau d'une manière optimale, il faut commencer par construire des barrages pour pouvoir retenir l'eau. Après, par la suite, il faut mettre une infrastructure de distribution de l'eau, que ce soit de bonne qualité, qu'il n'y a pas de fuite. Et surtout, il faut penser au recyclage, la qualité de l'eau qu'on est en train d'utiliser. Et donc en France, il n'y a pas très longtemps qu'on a voté la loi qui donne l'autorisation de pouvoir utiliser l'eau usée pour pouvoir l'agriculture. Si on arrive à mettre en place une infrastructure efficace qui permet de nettoyer l'eau avec l'accord des scientifiques là-dessus, et ça c'est très important ici. Et donc à partir de ce moment-là, c'est une solution qui est beaucoup plus efficace et qui permet de faire les choses d'une manière beaucoup plus importante. Mais il y a toujours ce blocage qui est l'infrastructure à l'intérieur d'un pays, donc un coût financier assez important, donc des moyens qu'il faudra mobiliser. Et malheureusement, pas tous les pays sont dotés par rapport à ce type de moyens, et du coup, ça pose problème. Mais par contre, pour répondre en tout cas aux commentaires dans la totalité de la journée, en tout cas moi, ce que je retiens, c'est qu'en fin de compte, pour résoudre un problème très important qui a des conséquences sur le long terme, nous-mêmes, en tant qu'humains, il faut arrêter de réfléchir sur le court terme. On est toujours guidé par notre quotidien, par notre façon de voir la vie, par notre façon de travailler, par notre façon de décider, toujours par ce qui va se produire à la fin de la journée, à la fin de l'année, à la fin du mois. Et on ne se pose pas la question pour les générations futures. Si on se pose tous la question sur ce que nous faisons, quel est son impact d'ici 50 ans, 100 ans et sur les générations futures, je pense qu'on prendra conscience qu'il faudra absolument agir et tous les gains qu'on peut réaliser à court terme, ils sont rien du tout par rapport à toutes les pertes qu'on est en train de générer sur le long terme. Donc cette réflexion à long terme change même dans la mentalité des pays parce que les pays qui sont en situation de rivalité, ils ont une vision très court-termiste. Et les pays, quand ils veulent penser à leur intérêt, ils pensent plutôt à coopérer pour maintenir une relation stable et durable. À l'intérieur d'une entreprise, si vous prenez des gens, vous les mettez ensemble et il y a une forme de rivalité entre les différentes personnes dans l'entreprise,
même si vous gagnez un poste supplémentaire, même si vous gagnez un marché supplémentaire, mais vous allez créer un sentiment de manque de productivité dans l'entreprise. Dans quelques années, l'entreprise, elle va complètement couler, elle va faire couler tous les employés à l'intérieur. Donc si on n'a pas cette vision collective de notre façon de voir les choses, à l'échelle des individus, à l'échelle des entreprises, à l'échelle de la société, à l'échelle des hommes politiques, on ne pourra pas construire un monde meilleur. Et donc c'est pour cela qu'il faut avoir cette vision long-termiste. Monsieur Safa, j'ai quand même une question à vous poser. Je ne sais pas si elle est judicieuse aujourd'hui, la veille des élections européennes. Pierre Lafitte, dans son livre, en parle, en disant que justement les bouleversements climatiques vont obliger des populations en grand nombre à migrer. Est-ce que vous avez une idée de migration qui vont être induites ces prochaines années ? Alors, si vous voulez, moi, toujours je pense sur le long terme, dans ma façon de voir les choses. Alors, dans la migration, donc, c'est un sujet que tout le monde en parle. Donc, au niveau des relations internationales dans les pays, il faut faire la différence, quel type de migration. Donc, en général, les États-Unis ne seront pas devenus la plus grande puissance du monde s'ils n'avaient pas eu de migration. Et donc, dans la migration, il y a les côtés positifs comme les côtés négatifs. Dans ce qu'on appelle les meilleurs talents dans le monde, ça veut dire les personnes les mieux qualifiées dans le monde, il y a une dispute mondiale pour les attirer. Toutes les universités dans le monde, ils donnent des bourses gratuites pour les meilleurs étudiants qui ont un bon programme pour venir chez eux. Et donc, pour pouvoir les embaucher, les utiliser, parce que ces étudiants-là sont ces structures de pouvoir qu'on appelle la structure de l'éducation. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de création de richesses. Et les Américains, ils l'ont compris depuis longtemps, y compris aussi en Europe. Et la France, dans son système, par exemple, on a des lycées français un peu partout dans le monde. Automatiquement, le majeur dans un lycée français, quel que soit le pays, il obtient une bourse gratuite pour pouvoir venir faire ses études en France parce qu'on pensait que c'était un élément positif. Le problème qui se pose aujourd'hui en termes de migration, c'est plutôt la migration non voulue. C'est la migration, on pense que la personne qui arrive chez nous, il ne nous apporte pas un plus en termes de productivité, il ne nous apporte pas un certain savoir, il ne nous apporte pas une création de richesses. Et du coup, on fait les calculs, combien ça va nous coûter s'il arrive, il va vivre sur les aides sociales, et combien on préfère le mettre en main. C'est là-dessus. Parce qu'en même temps que tout le monde parle de migration, tous les pays européens, ils ont mis en place les visas talents. Et donc, n'importe quelle personne dans un secteur en tension, quelle que soit sa nationalité, il dépose une demande, au bout d'1 mois, 2 mois, il a la possibilité de venir ici parce qu'on considère que c'est un élément positif. Donc, au lieu de juger un peu sur les débats sur migration, on met tout le monde dans le même panier, il faudra faire un peu la différence. Maintenant, si on veut que la migration soit autorégulée, ça veut dire la personne qui vient, qui n'est pas souhaitable, qui est en train de venir, il faut travailler sur la stabilité des pays ou les conditions dans lesquelles il est. Si on ne travaille pas, je reviens sur la coopération, si on veut que l'Afrique ne nous envoie pas de plus en plus immigration massive vers l'Europe, il faut travailler sur la pacificité à l'intérieur de l'Afrique. Il faudra que l'Afrique soit un pays plus paisible, un pays plus coopératif, où les gens peuvent trouver ce qu'il faut chez eux. Émigrer, quitter son territoire, s'éloigner de sa famille, s'éloigner de tous ses amis, s'éloigner de tous ces souvenirs-là, ce n'est pas une action que l'autre humain, il le fait d'une manière volontaire. Il le fait uniquement quand il vit une situation relativement stressante par rapport à le faire. Et c'est pour cela quoi. Cette notion de la compréhension de la migration à long terme se joue dans une coopération entre les deux. Et je termine là-dessus. Pour diminuer les conflits et les tensions dans le monde, j'ai dit tout à l'heure que les 5 pays qui doivent veiller sur la paix dans le monde, ce sont les 5 pays membres permanents des Nations Unies, ce sont les 5 plus gros exportateurs d'armes dans le monde. Et donc, en général, c'est eux qui sont censés apporter la sécurité et en même temps, ils ont un lobby chez eux qui permet parfois de pouvoir soutenir certains conflits. Donc, quelque part, il faut réfléchir à long terme. Si vous donnez des armes à un pays, même si j'ai réalisé un contrat financier, ça m'a apporté des choses, mais ces armes-là vont créer l'instabilité, vont créer des problèmes, et ces problèmes-là vont réjaillir ce mois. Et tout ce que j'ai gagné à court terme, je le perds sur le moyen de long terme. C'est pour cela cette réflexion à long terme, ça nous permet un peu de faire les tri entre les bonnes et les mauvaises décisions. Antoine, tu peux poser une question. Alors, je ne voudrais pas être trop long. En fait, il y a d'abord une petite remarque et puis ensuite une question. La petite remarque, je trouve que finalement, en fin de journée, on a beaucoup parlé tout d'un coup de pollution plastique, de mégots, c'est-à-dire d'éléments tangibles. Et je me dis qu'effectivement, finalement, en termes de pédagogie, on appréhende ou on ne conçoit pas mieux que quand les choses sont palpables, visibles. Non pas que parler de micro-organismes, c'est pas important, au contraire, hein, mais finalement, si on se pose des questions de pédagogie, faut peut-être commencer par des choses très, très simples et voilà, ne pas acheter un mégot ou ne pas acheter une canette ou pardon, ne pas fumer.
Donc voilà, des choses tangibles, des choses qui se touchent, qui se voient, qui s'appréhendent avec les 5 sens. Bon, ça, c'était ma remarque. Alors, la deuxième chose, là, effectivement, c'est plus... Oui. Juste pour rebondir sur votre remarque qui est importante et excellente. Juste un exemple qui est typique. Il y a une quinzaine d'années, 20 ans au grand maximum, un chercheur italien qui s'appelle Dano Varro a publié un article montrant que les crèmes solaires pouvaient avoir un impact sur le blanchissement des coraux. C'était un article dans une revue de toxicologie relativement obscure pour la plupart des gens. Mais cet article a eu un impact médiatique très important parce que les gens se sont dit, tiens, en mettant la crème solaire, je vais peut-être perturber l'environnement. Ça a bien sûr perturbé les producteurs de crème solaire parce que, bon, même si peut-être ils ne sont pas des écologistes dans l'âme, ils sont sensibles à ce que pensent leurs clients. Et très rapidement, en 13 ans, hein, plusieurs pays ont édicté des lois interdisant ces crèmes solaires. Ça veut dire que quand il y a une volonté politique, les choses peuvent aller très vite. 15 ans, on est passé de l'article scientifique à l'interdiction. Floride, Palau, différents pays, Small Island State. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple à avoir en tête. S'il y a une volonté politique, un article scientifique relativement obscur, hein, ça n'enlève pas la qualité de l'article, peuvent arriver très rapidement à faire des actions importantes. Alors on a eu un autre exemple aujourd'hui dont on a parlé, c'est la couche d'ozone, où la réaction apparemment a été encore plus rapide que moi ce que je pensais. Je pensais que ça allait être plus long, mais apparemment dans les 2-3 ans, il s'est passé beaucoup de choses à un niveau international. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le cas de la couche d'ozone, il y avait une alternative économique qui allait permettre aux mêmes sociétés qui produisaient les gaz en question à produire d'autres gaz pour les mettre dans les réfrigérateurs et les congélateurs. Et c'est pour ça que ça a marché. Probablement dans le cas des crèmes solaires. Mais par contre, on a encore des crèmes solaires. Et, pardon, mais je voulais juste conclure là-dessus en disant que c'est vrai, quand il y a une volonté, il y a un chemin, et c'est vrai que les politiques peuvent avoir ça. Il y a quelques années, on fumait dans les avions, dans les trains. Aujourd'hui, ça viendrait à l'idée de personne de fumer, donc il y a des choses qui peuvent se décider. Comme il y a quelques années, personne ne se serait offusqué de voir qu'il n'y a qu'une seule femme sur cette assemblée. Et enfin, pardon, j'animais dans les intervenants, et qu'on l'a pas encore entendu. Et je me dis, je sais, je plaisante. Non, mais c'est pour piquer un petit peu parce que je parlais des intervenants, mais pardon, Janie, il n'y avait aucune offense. Et j'avais bien compris. Mais non, c'est pour dire, voilà, la culture doit changer aussi. Les perceptions peuvent et doivent changer. Et encore une fois, sur la cigarette, pour ceux qui l'ont vécu, traverser un wagon fumeur à l'époque, c'était quand même, il fallait retenir son souffle. Et donc ça peut encore changer, mais il faut qu'il y ait une bascule. Et ça prend du temps parfois, et des fois ça va très vite. Alors donc la question, et peut-être que justement Nathalie sera la candidate parfaite pour y répondre. Alors bien modestement, on avait avec Janie et Jean-Philippe, Jean-Claude, Fanny, on a constitué un petit comité pour bâtir cette journée, ce colloque, et on est arrivé à la fin à cette phrase un petit peu provocatrice de dire est-ce que finalement l'humanité est à la fois victime et bourreau d'elle-même ? Et je me rends compte qu'à la fin de cette journée, on a peut-être oublié un mot-clé. Cette question est intéressante, mais elle est incomplète, parce qu'on ne parle pas de la nature, finalement. On ne parle que de l'humanité. Et on a évoqué, pas énormément, les fameuses solutions fondées sur la nature. Et moi, ma question, c'était un petit peu de dire, sur les 20, 30, 50 ou 100 prochaines années, où on a vraiment beaucoup à faire, est-ce que l'homme est à ce point dans sa toute-puissance en disant qu'il va lui-même régler les choses, ou est-ce qu'en fait il ne peut être que, très humblement, celui qui va accompagner la nature pour qu'elle se remette en place tranquillement, sans qu'on lui mette des bâtons dans les roues? Je ne sais pas si je pose bien la question. Bon, si c'est pour moi. Moi, je pense que l'homme fait partie de la nature, en fait. C'est une espèce comme une autre. Il y avait une question qui avait été posée sur les droits de la nature, comme on a les droits de l'homme en fait. Est-ce qu'il faut donner le droit à la nature? On a par exemple la Nouvelle-Zélande qui a donné à la rivière un droit. Et du coup, quand on pollue cette rivière,
on doit rendre des comptes. Récemment, il y a les Maoris qui se sont réunis avec des gens de Tahiti et des Cook Islands qui se sont réunis, qui ont donné le droit à la baleine, le droit moral à la baleine. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Est-ce qu'il faut aller aussi loin? Est-ce que nous sommes capables? Je ne sais pas, parce que déjà entre nous, on ne donne pas tellement le droit à l'homme, on n'a pas tous les mêmes droits en tant qu'humains. Mais j'espère en tout cas, qu'on va garder cette vision, qu'on est juste une espèce, on fait partie de la nature, et que si on ne protège pas la nature ne nous protégera pas finalement. Et on a parlé de pédagogie, c'est marqué quand même sur tous les paquets de cigarettes que fumer tue. Et malgré tout, les gens continuent à fumer. Donc on parle des mégots, est-ce qu'on les jette par-ci ou par-là? Peut-être il faut arrêter de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. La question du jour, c'était 10 ans pour sauver l'humanité. Est-ce qu'on a vraiment 10 ans? Un peu plus, un peu moins? Alors, je pense que si on regarde la présentation de Valérie Masson-Delmotte au tout début, voilà, on a moins de 5 ans. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut faire des choses. Pas seulement compter sur les politiques ou les organismes internationaux, les grands accords. Il faut vraiment qu'on réagisse, nous aussi, à notre niveau, au niveau des entreprises, au niveau des institutions financières. Moi, je ne peux que vous remercier, Janie et Antoine, parce que je vous connais depuis quand même quelques années et vous avez toujours été là avec ce combat. Avec nous, aujourd'hui encore, vous montez cette conférence pour sensibiliser. Alors c'est vrai, on est peut-être tous réunis, on a tous cette sensibilité déjà, mais je pense qu'en faisant des événements de plus en plus souvent et en les portant vers les médias, en utilisant les médias, on va arriver à avoir de plus en plus de monde avec nous aussi. Oui, je voulais rebondir un petit peu sur les solutions basées sur la nature. Et en fait, il faut... ce matin, ce qu'on a vu dans la présentation de Mme Delmotte, c'est qu'il y avait 2 moments clés. Il y avait un moment clé qui est maintenant, c'est stopper les émissions, ce qui revient en grande partie à quand même une sobriété énergétique. Il n'y a pas d'autre solution. Et puis, parce qu'il y a tant de CO2 qui s'est accumulé dans l'atmosphère, il y a une opération sur le long terme qui est le repompage de ce CO2 qui est dans l'atmosphère pour le remettre quelque part dans une séquestration à long terme. Est-ce que les solutions basées sur la nature permettent de ça? Moi, je vais vous dire non. Parce que les solutions basées sur la nature, pour le moment, telles qu'elles fonctionnent, elles sont en équilibre avec la situation actuelle et elles ne peuvent pas faire plus, à moins qu'on essaie de les stimuler, mais avec le risque de créer d'autres dégâts. Donc elles sont parties Par contre, elles font partie des solutions possibles parce que si elles ne sont pas forcément appropriées pour résoudre le problème de l'augmentation du CO2, restaurer des mangroves, restaurer des estuaires, des herbiers, tout ça, ça a des impacts très favorables sur les populations locales. Donc il faut le faire, mais on a tendance à appeler ces solutions par rapport au réchauffement climatique les solutions sans regret, parce que ce sont des vraies solutions, mais pas pour le dioxyde de carbone. Donc ça, je voulais le dire. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Mais je crois que j'ai oublié, donc je vais rendre le micro. Je vais juste rajouter un truc là, c'est que justement là en ce moment, ce qui se passe à la Silicon Valley par exemple, ils sont tous en train de chercher des technologies pour enlever ce CO2 de l'atmosphère en pensant que la nature n'est pas suffisante. Oui, effectivement, elle n'est pas suffisante. Il faut qu'on diminue nos émissions de CO2 en premier, ça c'est sûr. Mais le fait de croire que l'homme est tout puissant, qu'il va trouver une solution au-delà de la nature, quelque part aussi, c'est aller chercher des technologies qui ne sont pas forcément positives et continuer à polluer. Du coup, on se donne bonne conscience, on se dit on continue à utiliser les énergies fossiles, puis de toute façon, on va trouver une solution, on va trouver une technologie qui va nous l'enlever.
Je voulais juste, oui, voilà, je me souviens ce que je voulais dire. C'est sur la rapidité des choses. Donc, on se demandait combien d'années il nous reste. Donc, 10 ans, 4 ans. En fait, si on se pose la question, je reviens toujours à mes bitcoins. Il y a 10 ans, on ne parlait pas des bitcoins. Maintenant, on sait que les bitcoins consomment l'équivalent d'une population de 20 millions d'habitants. Ces bitcoins, ils sont utilisés par combien de personnes? Dans quel but? Est-ce que c'est une activité dont on a absolument nécessité? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en moins de 10 ans, on a on a augmenté la production d'énergie pour 20 millions d'habitants pour un service qui n'est absolument rendu à personne, sauf à quelques-uns. Ça fait partie quand même là des choses que politiquement, on doit pouvoir prendre des décisions. Mais les bitcoins sont un exemple. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Créer des voitures de presque 2 tonnes électriques, ça n'a aucun sens. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça auxquelles je pense qu'il y a des solutions et qui peuvent être très très rapides. Alors, si je me pose juste une remarque pour être optimiste, et où est-ce qu'on peut trouver l'optimisme? En tant que professeur depuis de nombreuses années, que j'ai un travail dans plusieurs institutions et j'ai la chance de pouvoir observer l'évolution des générations année après année. Le point positif, c'est que la génération qui est en train d'arriver depuis quelque temps, c'est une génération qui est extrêmement sensible à ces enjeux-là. Et en général, en termes de relations internationales, on dit quelle est l'élite qui va prendre, en général on le fait pour le pouvoir. On sait que la catégorie, ceux qui sont entre 35 ans et 50 ans, c'est eux qui contrôlent les postes clés dans un pays. C'est eux qui sont en général, qui occupent le poste le plus important dans les entreprises, c'est eux qui occupent le poste le plus important dans l'administration, c'est eux qui occupent le poste le plus important dans les partis politiques. Du coup, c'est eux qui vont façonner le pays par rapport à leurs croyances, par rapport à leurs idées. Et donc cette sensibilité des étudiants qu'on observe depuis un certain nombre d'années, d'ici moins de 10 ans, c'est cette génération-là qui va prendre le pouvoir. Et c'est cette génération-là qui va imposer un peu sa vision, mais elle va passer de la mobilisation de la société civile, ils vont passer aux preneurs de décision. Et quand ils prendront la décision, les choses vont changer beaucoup plus rapidement. Et au niveau de l'éducation aujourd'hui, dans toutes les institutions, on reçoit une obligation aujourd'hui d'intégrer la notion de développement durable, quelle que soit la matière. Quand on explique, quand on faut développer une entreprise, comment acquérir un nouveau marché, comment parler du supply chain, comment parler de logistique, il faut toujours intégrer cela. Donc à mon avis, si on laisse cette génération-là se développer ainsi, ils développent un pouvoir énorme. Et je sais qu'on critique beaucoup les médias sociaux. Mais aujourd'hui, on le voit dans certaines sociétés, cette génération-là, quand elle va critiquer une marque dans les médias sociaux pour dire qu'ils sont en train d'impacter négativement la planète, vous êtes sûr que la marque, elle va réagir, elle va vite modifier sa position là-dessus. Et du coup, il y a un vrai pouvoir qui est en train de développer. Donc si on cultive ce pouvoir, et si on donne ce pouvoir, on donne cette liberté d'action et des réflexions à notre jeunesse, cette jeunesse-là, elle est capable de changer les choses d'une manière radicale, et surtout si on le fait à l'échelle planétaire. Je pense qu'à 10 ans, je pense qu'ils pourront occuper une place très importante. Bien sûr, ils ne sont pas démarrés aujourd'hui, donc on voit le mouvement donc depuis quelques années. Merci. Je crois que M. Ménez voulait dire un mot. Oui, mais le problème, c'est la sincérité politique. Une fois que même ces jeunes arrivent à avoir un poste politique, l'avenir politique est très restreint. C'est la nouvelle élection. Donc ils pensent toujours à leur prochaine élection, mais pas à un avenir qui est plus lointain et qui est plus important pour la planète. C'est ça le gros problème. Pour tous les politiques, c'est pareil. Les décisions, ce sont des décisions qui ont... moi, je n'ai côtoyé les politiques. J'étais au Conseil économique et social pendant 25 ans. Je les ai côtoyés. Leur seul objectif, c'est est-ce que je vais être réélu aux prochaines élections? Mon salaire, mes bénéfices, mes contacts, tout disparaît du jour au lendemain où je ne suis plus élu. Donc c'est leur préoccupation majeure et pas les préoccupations à long terme au-delà de leur mandat politique. C'est ça le gros problème aussi. Voilà, c'est ça. Mais j'aurais envie de finir quand même avec beaucoup de notes positives. Moi aussi, je crois à la nouvelle génération. On a accès ici. J'ai l'enfant qui est scolarisé dans un centre fantastique ici au Centre international de Valbonne, où il
créer une partie des nouvelles élites de ce pays. Je les vois comment ils réfléchissent, ces jeunes, et j'ai la foi. Et pourquoi ne pas imaginer que les politiques de demain vont avoir le courage de faire le même genre de saut que les chefs d'entreprise d'hier, qui ont abandonné des carrières moins vertueuses pour des carrières, je pense qu'on a le droit d'espérer à ça. Il y a une solution, c'est qu'il faut qu'il reste tout le temps, comme à Monaco. C'est ça. C'est vrai que c'est une solution. Oui, c'est vrai. Enfin, on voit que le prince de Monaco, il n'est pas élu. Il peut mettre en place des solutions sur du long terme. Parce que lui, il n'a pas de problème. Mais effectivement, ce que dit Alex, c'est tout à fait vrai. L'homme politique, il ne peut pas réfléchir. Est-ce qu'il va utiliser de l'argent du budget de l'État pour mettre en place des solutions qui serviront dans 50 ans? Tout à l'heure, Alain disait, oui, il faut réfléchir sur le long terme. Mais la majorité des gens ne sont pas capables de réfléchir sur du long terme. Parce qu'on est jugé sur nos actions à court terme. De toute façon, même si je fais la meilleure des actions pour protéger notre environnement pour dans 50 ans, les gens qui vont me réélire ne le sauront pas si ça a marché ou pas. On a la solution. Il faut élire les hommes politiques pour 50 ans. Moi, je vois que ça. Ces solutions qui vont être, ces problèmes qui vont être posés aux jeunes d'aujourd'hui vont être réfléchis sur les bancs de l'école et ils vont partir en start-up politique. Pourquoi pas les start-up de plastique qui existent. Espérons. Moi, j'ai un autre exemple qui montre un peu la complexité du système. C'est la surpêche. Il y a surpêche. Il y a des bateaux avec des marins-pêcheurs qui vont demander des subventions parce qu'ils n'arrivent plus à pêcher suffisamment pour payer leur salaire et payer l'armement du bateau. Donc, ils vont demander des subventions. Or, ces subventions sont toxiques. Parce que s'ils arrêtent de pêcher, les poissons se reconstituent. Les poissons reviennent. Mais si on les paye pour aller pêcher plus qu'ils ne peuvent par rapport à ce qu'ils gagnent, etc., voilà. Non, ça va pas. Et donc, ça, c'est quelque chose de dramatique au niveau de la surpêche. Donc, ces décisions politiques de financer la pêche, il y a même une association dessus qui s'appelle Bloom, qui le dit, qui le rappelle sans arrêt, le financement de bateaux de pêche, de grands bateaux, etc., le financement de la pêche, ça ne devrait pas exister. Il devrait vivre du produit de la pêche, et s'ils n'arrivent plus à pêcher, c'est-à-dire que le stock est arrivé à la limite de ce qu'il faudrait pêcher, arrêtez de pêcher, c'est tout. Il faut changer de métier, mais on ne peut plus pêcher. Mais il ne faut pas subventionner la pêche. Le drame également, c'est la pêche amateur qui, elle, n'a pas de limite. Même si on pêche un goby pendant une journée, on y va quand même, on paye le canne, le moulinet, le truc. Donc là, il n'y a pas de limite. Mais la pêche professionnelle, il y a une limite. Alors juste parce que ça a été évoqué, c'est vrai qu'on a une vision très négative de l'homme politique. Alors si on revient un peu à la base, l'homme politique, donc si on revient sur Platon quand il a développé un peu la cité idéale, et il a défini l'aristocratie en disant que l'aristocratie à l'époque c'est eux qui devaient gouverner. Il a donné deux conditions. La première condition, il faut que ce soit les gens éduqués. Il n'y a que les gens éduqués qui sont capables de pouvoir diriger une société. Mais la deuxième condition qu'on a souvent oubliée, c'est quelqu'un qui privilégie l'intérêt général sur l'intérêt individuel. Et si vous avez un homme politique qui pense à l'intérêt de sa nation, à l'intérêt de son peuple, à l'intérêt de sa jeunesse, à l'intérêt de son futur, il ne réfléchira pas à un intérêt à court terme pour réfléchir sur la prochaine élection que je vais avoir. Un homme qui est capable de sacrifier sa propre carrière politique pour prendre des décisions qui seront positives pour sa nation, c'est ça l'homme politique qu'on doit élire. Donc c'est le choix des électeurs. C'est notre choix de pouvoir sélectionner ou donner une chance à l'homme politique qui a ces caractéristiques-là et de ne pas un peu se fier uniquement aux apparences, de regarder un peu celui qui a prouvé qu'il est capable de faire l'intérêt. Forcément, il y en a. Et donc, c'est notre devoir de pouvoir sélectionner le bon homme politique. Et une fois qu'on choisit le bon homme politique, que ce soit un prince ou que ce soit élu par une démocratie ou quelle que soit la configuration de notre système politique, il y a la possibilité de choisir les bonnes personnes et du coup, ils font faire les bonnes actions pour le bien de tous. Bon, je crois qu'il est 18h. Si on continue comme ça, on aura plus de gens sur scène que dans la salle. Et voilà, donc simplement, Janie voulait qu'on termine avant le cocktail 30 secondes. S'agissant elle voulait que je cite une phrase, s'agissant des mégots ou d'autres biens de consommation. Elle me rappelait cette grande phrase d'un économiste des années 60-70 qui donnait un cours d'économie gratuit au Café de la Gare tous les soirs. Il s'appelait Michel Colucci, je crois.
et il disait, quand je pense que si vous arrêtiez d'en acheter, ça ne se vendrait plus. Voilà, il faut y réfléchir. C'est vrai, nous sommes tous consommateurs. Merci à tous, merci vraiment, spécialement Nathalie et Denis pour nous avoir aidés à monter ce plateau. Merci de vos interventions, vous êtes là depuis ce matin, c'était vraiment formidable. Et merci au public d'être resté quand même jusqu'à ce soir. Donc effectivement, il y a encore le dernier petit cocktail, soupe de champagne. Allez, on fait la fête. Merci à tous. Au revoir.